Bonsoir. Ce soir, nous abordons un sujet très culpabilisant. En fait, le thème, c'est la culpabilité. Dans la première partie, nous traiterons de cet aspect. Dans la deuxième, nous parlerons de l'insécurité dans la communication. Évidemment, les gens qui sont soumis au cours de leur vie à différentes expériences se rendent compte qu'évidemment, ils font des erreurs, du moins psychologiquement, même si dans leur expérience à long terme, ils se rendent compte que les erreurs étaient nécessaires. Mais pendant le temps qu'on est dans l'expérience dite psychologique, on vit éventuellement un sentiment de culpabilité par rapport à la raison ou à un jugement venant de d'autres personnes. Nous accueillons ce soir Bernard de Montréal pour nous parler de ce sujet. Mais ça, cette musique-là, ça vous fatigue pas un peu, cette musique-là? Tchaïkovski serait meilleur. Ce soir, Bernard, le sujet traite sur la culpabilité. Ah, c'est intéressant, ça. Les gens, au cours de leur vie, sont souvent soumis à différentes formes d'accusation ou de jugement. Et à tout âge, évidemment, on est obligé de se débattre avec le sentiment de culpabilité. Est-ce que vous pourriez, pour débuter, nous parler de la source de la culpabilité, de l'état de culpabilité? Je vous parlerai de la source après. Mais la culpabilité, c'est un sujet qui est très, très important. Parce que c'est une attitude mentale, c'est une réaction émotive à un état psychologique qui enlève à l'homme ses moyens d'être intelligent. C'est très dangereux, la culpabilité. Pour la simple raison que si on le regarde d'un point de vue occulte, on s'aperçoit que la culpabilité, c'est de la manipulation subliminale de l'ego. C'est-à-dire que la culpabilité, quand les gens vivent de la culpabilité, ce phénomène-là résulte d'un constant processus de désinformation à partir du plan de la conscience astrale. Et ça a pour effet d'enlever à l'homme ses moyens, autrement dit, sa capacité d'être intelligent, c'est-à-dire mental, c'est-à-dire libre d'une certaine émotivité qui colore son intelligence. Et une des raisons pour laquelle la culpabilité est si puissante chez l'homme, c'est que l'homme n'a pas de centre de gravité. L'être humain n'a pas de centre de gravité. Et comme il n'y a pas de centre de gravité, il est obligé de vivre sa vie mentale et sa vie émotive par rapport à l'extérieur. Donc, par rapport à la société, par rapport aux valeurs, par rapport à la domination des valeurs, qui, historiquement, deviennent très, très cristallisées. Donc, pour un ego seul, pour un homme seul, pour une femme seule, de vivre un acte de culpabilité, c'est presque naturel. Alors que dans le fond, c'est absolument non naturel.
Mais l'ego n'ayant pas de centre de gravité, c'est-à-dire que l'homme n'ayant pas suffisamment de puissance mentale, n'est pas capable de déchirer l'effet, neutraliser l'effet de la culpabilité sur son intelligence. Et à cause de ceci, il peut demeurer prisonnier de la culpabilité pendant des années. Et il y a des gens dans le monde qui supportent ou qui vivent une culpabilité qui traîne depuis des générations. 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on est déjà limité par le fait qu'on n'a pas accès à une psychologie occulte de l'homme. Donc, on vit une psychologie qui est purement expérientielle, purement sociale, une psychologie qui est fondée sur des valeurs relatives. Et cette psychologie-là n'a pas de puissance pour nous permettre de faire éclater le cancer de la culpabilité. Et l'homme, pour en arriver éventuellement à réellement comprendre la mécanique, la source, comme vous dites, de la culpabilité, il va être obligé de prendre conscience que l'être humain, c'est un être qui est multidimensionnel. C'est pas un être qui vit simplement à l'intérieur ou qui est simplement l'expression d'une composante matérielle, mais c'est un être qui est fait d'énergie subtile. Et ces énergies-là, ces plans-là, convertissent constamment en impulsion, en impression, l'activité de son mental, l'activité de ses émotions. Donc, l'homme est un être qui est réellement manipulé à un tel point que la culpabilité, de mon point de vue, représente une des plus grandes facettes de l'impuissance mentale humaine. Vous dites bien que la culpabilité est une manipulation de plans subtils qui affecte exclusivement l'émotionnel. C'est-à-dire que, la culpabilité, pour qu'une personne se sente coupable, il faut que ses émotions soient utilisées pour colorer son mental. Okay. La culpabilité, ce n'est pas un phénomène mental. C'est pas des idées. Ce sont des idées, mais ce sont des idées qui sont colorées par l'émotion. Donc, c'est pas un phénomène mental pur. Un homme qui a une conscience mentale pure ne peut pas connaître la culpabilité. Mais un homme qui vit une certaine proportion d'émotivité dans son mental, un homme qui vit par rapport à une couche de conscience astrale qui fait vibrer et qui colore son mental, peut facilement vivre et connaître la culpabilité. Et dans certains domaines, surtout dans le domaine de la religion, dans le domaine des valeurs morales, dans le domaine des valeurs humaines, ainsi de suite, la culpabilité devient une expression extrêmement désavantageuse de la conscience humaine parce que elle est l'expression d'une manipulation occulte de sa conscience évolutive. Et l'homme, le pire, c'est que l'homme le réalise pas, le comprend pas. L'homme est trop inconscient pour voir, pour réaliser, pour sentir, pour percevoir. Le jeu psychique se joue à son insu dans sa conscience mentale astralisée. Et c'est pourquoi la culpabilité est un très, très grand fléau, surtout chez les gens qui ont une certaine sensibilité, les gens qui ont une certaine conscience, les gens qui ont une certaine spiritualité, ainsi de suite. Parce que cette énergie-là se polarise facilement. Mais la cause, c'est que l'homme n'a pas de centre de gravité. Il y a un point d'interrogation, c'est que pour l'individu qui n'a vraiment pas de contact de façon lucide avec les plans subtils dont vous parlez, comment est-ce qu'un être humain peut traiter avec le problème, la problématique de deux systèmes de valeurs qui se confrontent, dont un, évidemment, qui vient à prendre le dessus dans la raison, dans le sens logique du terme, et qui impose à l'autre le sentiment de culpabilité? Comment un individu qui est psychologique peut en arriver à traverser le sentiment de ne pas être dans sa raison ou dans une raison qui permet une synchronisation avec l'autre, qui permet une bonne entente avec l'autre? Parce que la vision occulte, c'est pas. Il faut que l'homme soit bien éduqué. L'éducation, surtout l'éducation chez les enfants, l'éducation quand on est jeune, l'éducation à partir des parents est très importante parce que les parents ont la faculté d'être en sympathie vibratoire avec les enfants. Donc, les parents, s'ils sont moindrement intelligents, autrement dit, moindrement libérés du connu,
si les parents sont moindrement conscients, moindrement intelligents, ils vont naturellement amener vers les enfants ou leurs enfants une sorte d'éducation qui va permettre à ces êtres-là de ne pas subir trop le processus de la culpabilité. Je vous donne un exemple. Vous avez, par exemple, un petit gars qui a, je ne sais pas moi, un petit gars qui a 12 ans ou 13 ans et qui ne veut plus aller à la messe le dimanche. Ça peut arriver, ça? Bon, il ne veut plus aller à la messe. Ou il veut plus aller à la confession. Bon. Fait que là, je donne un exemple simplement pour expliquer ce que je veux dire. Puis, il arrive à sa mère en fin de semaine, puis il dit, moi, je vais faire la messe le dimanche, je suis intéressé à compter mes péchés au prêtre, pour aller à la confesse, puis recevoir la communion. Puis ça m'intéresse plus. Bon. Si la bonne femme, il tape sa tête, puis elle dit, bon, ben, tu dois avoir des affaires cachées, ben, à ce moment-là, là, elle va créer une situation qui, si le petit en arrive finalement à ne plus aller à la messe, ce qui est très probable, va créer en lui de la culpabilité, qui peut durer un certain temps. Mais si la mère est suffisamment intelligente, elle dit, bon, mais tu ne veux plus aller à la messe le dimanche, tu ne veux plus te confesser, tu veux pas. OK, ça, c'est ta décision. À ce moment-là, elle le libère. C'est comme si elle ouvre la voie pour une expérience plus raffinée, ainsi de suite, de la vie. Alors, le problème avec la culpabilité, c'est que dans l'éducation, il faut qu'on sache comment les valeurs nous servent et aussi comment les valeurs nous minent. Parce que ça n'existe pas des valeurs sociales qui ne font que nous servir. Vous ne pouvez pas simplement parler de l'humilité. Si vous me parlez d'humilité, mais il va falloir que vous me parliez d'orgueil. Si vous me parliez de charité, il va falloir que vous me parliez d'égoïsme. Parce que tout se polarise. Alors, si vous me parlez de perfectionnisme, vous allez être obligé de me parler d'avoir les deux pieds dans le ciment. Le pendant de la culpabilité, ce serait quoi? Le pendant de la culpabilité, l'opposé de la culpabilité, ouais, c'est ça. Une personne qui a la tendance à vivre la culpabilité, automatiquement aurait tendance à diminuer son être, à perdre de l'identité. L'énergie est toujours polarisée. Elle est toujours polarisée. Si vous me dites, ah ben moi, je suis un homme très, très spirituel, mais je peux vous démontrer que vous êtes un homme orgueilleux spirituellement. Tu comprends? Oui. Alors, cette polarisation de la conscience humaine, en ce qui concerne la culpabilité, elle est très vaste. Et l'homme peut se faire prendre des culottes à terre n'importe où parce que des valeurs, la société, la civilisation crée constamment des valeurs et la civilisation a sanctionné des valeurs pendant des siècles. Donc, l'ego, lui, qui n'a pas de centre de gravité, autrement dit, l'homme qui n'est pas capable de penser par lui-même. Et quand je dis penser par lui-même, je veux dire avoir un centre de conscience mentale suffisamment développé pour savoir, d'une façon créative, que son intelligence est parfaitement ajustée à sa source, qui est lui-même, bien, à ce moment-là, il est obligé de vivre son intelligence par rapport à l'intelligence extérieure à lui. Donc, par rapport à l'intelligence des prêtres, par rapport à l'intelligence des curés, par rapport à l'intelligence des professeurs, par rapport à l'intelligence des gens à l'université. Donc, l'homme, il vit toujours son intelligence par rapport à si il, pour une raison ou une autre, il va à l'encontre du contrat social. À ce moment-là, il va vivre l'émotivité qui va ressortir de ce tranchement-là avec le contrat social. Donc, il va vivre une certaine culpabilité. Puis dans les activités morales ou dans les ordres moraux ou dans la conscience morale, tout ce qui est d'éthique, tout ce qui est d'esprit, tout ce qui est de valeurs positives, négatives, vrai, faux, bon, mauvais, l'homme peut vivre une polarisation très grande qui, selon sa sensibilité, va amplifier son impotence. Donc, comme l'homme n'a pas de centre de gravité, comme le centre de gravité, ça fait partie du développement de la conscience, comme ça fait partie du développement de la troisième partie du triangle là, qu'on n'a pas, on a toujours deux parties, mais on n'a pas la troisième. À ce moment-là, mais c'est très, très facile pour un être humain de souffrir de souffrir de culpabilité. Surtout si vous êtes né dans des contextes sociaux où la confrérie spirituelle est très intense. Par exemple, les témoins de Jéhovah, les Mormons, tu sais, ces gens-là, les Quakers, là, tu sais. Fait qu'imagine-toi, tu vas à Philadelphie, là, tu rencontres ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'avoir la télévision. Ça fait partie de leur religion.
Fait que le gars, le petit jeune, lui, il fait partie d'une nouvelle génération, ainsi de suite. Fait qu'un jour, il amène une télévision à la maison. Ça va te faire une guerre. Tu sais, il peut être ostracisé de son milieu social. Fait que s'il n'y a pas de centre de gravité, ce petit gars-là, là, il va vivre ça bien tough d'avoir amené une télévision à l'intérieur de son environnement humain particulier. Par contre, s'il y a un centre de gravité, puis il va rentrer à la télévision, puis si les elders, qui les appellent, disent, bon ben, soit que tu amènes ta télévision, soit que tu sortes la télévision de notre village, ou si tu, autrement dit, soit que tu restes avec nous autres, pas de télévision, ou que si tu veux une télévision, il faut que tu sortes. Mais le gars, s'il y a un centre de gravité, il va dire, bon ben, je m'en vais avec ma télévision, bonjour, on se verra dans une autre vie. Comment tu veux dire? OK. Mais ça prend un centre de gravité pour le faire. Bon, Sans ça, mais il va rester parmi les Quakers toute sa vie, puis il va avoir une mentalité de griot. Il y a un point qui est très, très, très important à souligner. Est-ce qu'un centre de gravité, c'est une obstination, c'est une conviction qui se révolte contre une raison qui s'oppose à sa volonté? Un centre de gravité, c'est le résultat du développement de la conscience mentale de l'homme qui naît de la séparation de l'activité émotive et intellectuelle. Quand l'activité émotive et l'activité intellectuelle se séparent, qui n'embarquent pas un dans l'autre, se séparent, à ce moment-là, tu développes un centre de gravité. Pourquoi? Parce que, émotivement, tu es forcé de vivre par rapport à des valeurs qui ne représentent plus pour toi, en tant que personne, une insécurité psychologique. Bon, le petit gars, il amène sa télévision dans le village des Quakers. Tout le monde dans le monde a des télévisions, les Japonais, les Russes, les Allemands, les Français. Eux autres n'ont pas de télévision. Le petit gars, il dit ça n'a pas d'allure. Là, j'en rentre une. Bon, alors, il sépare sa conscience mentale de sa conscience émotionnelle. S'il est capable de faire ça, ça veut dire qu'il y a un centre de gravité. Il rentre à la télévision, les gens le sortent du village, mais déjà, l'énergie émotionnelle puis mentale est séparée. Donc, il est capable de prendre le choc. Pourquoi? Parce qu'il y a un centre de gravité. Pour développer un centre de gravité, il faut quelque part au cours de la vie en arriver à pouvoir vivre sa solitude créative d'une façon totalement intégrale. Tu peux pas vivre indéfiniment and forever par rapport à une conscience socialisée. Que tu respectes les lois sociales, c'est inévitablement raisonnable. Que tu vives par rapport à des êtres humains dans un cadre de respect, c'est normal parce que tout le monde pense pas pareil. Mais que tu puisses, en tant qu'individu, vivre ta conscience créative qui ne nuit à personne, mais qui est assise sur la fondation même de ta propre lumière, c'est essentiel à la survie de l'homme et à l'évolution de sa conscience mentale. Donc, au développement de son centre de gravité. Sinon, on finit par être des êtres qui, un peu, représentent des bacilles dans une solution. On n'a plus d'identité. On vit dans un siècle où la télévision, l'information, la désinformation, la subtilité de la désinformation devient quasiment thématique. Donc, on vient à un point où on n'a plus d'idées. Pour savoir ce qui se passe dans le monde, il faut que tu regardes la télévision. Pour savoir si telle chose a de l'allure, il faut que tu regardes les opinions des gens. Fait que finalement, tu n'as plus de centre de gravité. Et plus l'homme avance, moins l'homme a de centre de gravité, parce que plus il est bombardé par des impressions, puis des impressions, puis des impressions, puis des impressions. Donc, c'est très nécessaire qu'au niveau de l'éducation, au niveau des philosophies, au niveau des façons de penser ou des modes de penser, que l'homme réalise que s'il veut survivre dans un monde qui devient de plus en plus une jungle psychologique, il faut absolument qu'il développe un centre de gravité. À ce moment-là, ben, la première chose qu'il va être obligé de jeter par-dessus bord, ça va être la culpabilité. Parce que la culpabilité, si une personne, par exemple, qui est outillée psychiquement à communiquer avec le plan des morts ou avec le monde astral ou avec des entités, puis qui peut leur parler là, sans se faire manipuler par eux autres, là, ce qui est un autre job, va réaliser, d'ailleurs, les entités vont lui admettre que la culpabilité, c'est un des grands outils utilisés dans le monde de la mort pour garder l'homme en dehors de sa conscience, pour garder l'homme dans l'ignorance de sa conscience.
dans un dialogue que l'individu a avec un autre individu, il n'est pas attentif au monde de la mort, aux pensées. Au moment où il vit une relation avec les gens, souvent, il est dans une dynamique où vous mentionnez qu'il y a effectivement beaucoup d'impressions qui sont véhiculées, soit dans la conversation ou soit dans l'ambiance. Et le manque d'attention de cet individu-là à ça, est-ce que ça peut l'empêcher absolument de se débarrasser des impressions que l'environnement lui fournit, puis dans lequel il n'est pas capable de justement diviser l'intellect de l'émotionnel? Est-ce qu'il est impossible à un individu inconscient du monde de la mort, de l'astral, de plan occulte, est-ce que c'est absolument impossible pour lui de se dégager du jeu d'impression qu'il y a dans la raison que le fou? Non, non. C'est pas essentiel que l'homme ait une relation télépathique ou consciente ou occulte avec les plans subtils pour se débarrasser de ça. Seulement qu'il faut que l'individu, quelque part au cours de son expérience, entre en contact avec des gens suffisamment intelligents pour lui expliquer, pour lui faire comprendre. Parce que on bénéficie toujours de l'expérience des autres. On bénéficie toujours de ce que d'autres personnes peuvent nous faire reconnaître que nous, dans notre inconscience, on peut pas. Donc, par exemple, un ami qui a un ami peut facilement y faire voir à travers la parole que la culpabilité qu'il vit par rapport à telle expérience, c'est une illusion. Faut qu'il accorde. Sinon, il va en souffrir pour rien. Seulement que ce qui arrive souvent, c'est que les gens ont tendance à rationaliser leur culpabilité. Donc, l'ami qui va leur parler, au lieu de réellement avoir de l'écoute, puis dire, ouais, ça a bien d'allure, là. Ils vont le rationaliser, puis éventuellement, l'ami, il va se fatiguer, il va s'en aller. La culpabilité, ça se coupe, ça s'élimine, ça se brise. D'ailleurs, plus l'homme devient intelligent dans le sens moderne du terme, moins il a envie de culpabilité dans un sens, parce que les valeurs morales tombent, ça change, il y a un grand changement. Mais par contre, il va venir un point où l'homme va être confronté avec des valeurs encore plus hermétiques face à la polarisation de son être. Puis le phénomène de culpabilité va revenir parce que, ultimement, la culpabilité, si on le regarde d'un point de vue occulte, la culpabilité, c'est le contrôle, c'est le pouvoir, c'est la domination de la mort sur la conscience humaine. Donc, c'est même si l'homme n'en est pas conscient, la culpabilité, c'est une domination qui fait partie de l'astral sur la conscience humaine. Donc, c'est une porte ou c'est un mur qui empêche la lumière de l'homme de passer à travers sa conscience, puis d'alimenter son ego, puis de lui donner accès à une conscience suffisamment créative pour qu'il puisse bénéficier d'un centre de gravité. Mais l'homme va être obligé de payer un prix pour réellement faire sauter la culpabilité. Autrement dit, en faire table rase. Alors, tu peux éliminer des facettes de la culpabilité parce qu'on est quand même plus avantagé psychologiquement à la fin du 20e siècle. On n'est pas au 19e siècle. Vous voulez dire qu'on est avantagé parce qu'il y a moins de morale? On est avantagé parce que les puissances ont moins de domination maintenant sur la conscience sociale dans le monde occidental. Les philosophies, les religions... ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. Par contre, le phénomène de la culpabilité n'est pas fini, parce que l'homme peut avoir traité avec le phénomène de la culpabilité sur le plan social, mais un jour, il va avoir à traiter avec le phénomène de la culpabilité sur le plan interne. Psychique, occulte, la confrontation. Quand l'homme va vivre, pour entrer dans une conscience intégrale, il faut quelque part que l'homme vive ce qu'on peut appeler la mort de l'ego, c'est-à-dire la dissolution réflexive du facteur égoïque mental subjectif. Dans ce processus-là, l'astral, le monde de la mort, autrement dit, les forces psychiques qui ne veulent pas que l'homme soit libre, vont travailler très, très fort à introduire en lui encore des perceptions, des impressions qui vont mener à une certaine culpabilité. Parce que la conscience humaine, qu'on la regarde d'un point de vue purement planétaire ou qu'on la regarde d'un point de vue cosmique, la conscience humaine, elle est fondée sur la relation entre le bien et le mal, le vrai et le faux, soit à l'échelle planétaire ou à l'échelle cosmique. Fait que l'homme passe de l'échelle planétaire ou à l'échelle cosmique, il va être obligé éventuellement de faire sauter la culpabilité anyway. Mais l'homme va être obligé de le faire sauter sur le plan de la conscience planétaire avant de le faire sauter sur le plan d'une conscience universelle. Mais s'il n'est pas capable de le faire sauter sur le plan planétaire, il ne pourra jamais le faire sauter sur le plan
d'une conscience universelle, parce que les enjeux sont encore plus subtils, les mensonges sont encore plus subtils, la conscience est encore plus vaste. Ça m'intéresse énormément cet aspect-là parce que le premier niveau, on dit il y a une culpabilité par rapport à des rapports de valeur. On en a parlé. Mais vous me dites que même un individu qui n'a plus aucune morale, il n'y a plus de perturbation qui se lie au niveau des argents, au niveau de la sexualité, au niveau des religions. Un individu qui n'a plus aucune morale peut encore vivre de la culpabilité. Ah, c'est ça qui... Oui. Mais où? Il va la vivre dans des situations de choc. Autrement dit, un type qui n'a aucune morale, un jour, il arrive quelque chose dans sa vie qui va créer un choc, qui va mettre sa batterie à terre et qui va faire revibrer encore sa conscience. Mais comment? Dans quel contexte? Dans le contexte du choc, parce que pour que l'homme vive une certaine culpabilité, il faut qu'il vive une certaine sensibilité. Pour qu'il vive une certaine sensibilité, s'il est très, très inconscient, il faut qu'il vive un choc. Donc, on va prendre un gars qui est un mafiosi, un tueur, par exemple. Bon. À ce moment-là, ce gars-là, un jour, il peut vivre un choc. Sa blonde qui aime bien gros, même s'il est mafioseux, elle peut se faire descendre par un autre mafioso. Ça va créer un choc. Donc, ça peut changer son intérieur. Puis, il peut vivre des états qui vont l'amener à connaître la culpabilité. La culpabilité, ça fait partie de la manipulation du plan astral. Si le plan astral ne manipule pas l'homme au niveau de la culpabilité et que cet homme-là est inconscient, ça fait un parfait bandit. Fait que t'aies un bandit ou que t'aies un saint, ça fait toute partie de l'astral pareil. Si l'astral veut qu'un homme devienne un grand bandit, c'est évident qu'ils vont pas le faire vibrer comme Saint François d'Assise. Tu comprends? Ils vont couper ces vibrations-là. Mais si, par contre, un jour, pour une raison d'évolution, pour une raison de statut spirituel, pour une raison d'expérience, pour une raison de karma, il doit vivre cette culpabilité-là, ils peuvent y faire vibrer la vibration qui va l'amener éventuellement à reconnaître une certaine culpabilité. Puis rendu à 50, 55, 60 ans, après avoir fait tous ces meurtres, peut-être qu'il va rentrer dans un monastère le restant de ses jours. Là, il va vivre en maudit la culpabilité. Ça fait que la culpabilité, c'est une technique, c'est un outil, c'est une science, c'est une manipulation, c'est de la politique occulte. Fait que si on veut qu'un gars devienne, dans son expérience, un bandit, à ce moment-là, t'as une entité qui va le faire vibrer en dehors de la culpabilité. Puis si on veut qu'un gars souffre dans ses tripes, là, pour des conneries de toutes sortes, pour vivre l'expérience d'âme, mais c'est une entité qui va le faire vibrer ça. Mais si l'homme doit en arriver éventuellement à une conscience intégrale, autrement dit, être dans son énergie, son identité, avoir son centre de gravité, mais à ce moment-là, il va faire sauter ça. Cette manipulation-là, d'un bord ou de l'autre, il va faire sauter. Le bandit, un jour, il va développer un centre de gravité, puis il va faire sauter cette inconscience-là. Puis l'autre, là, qui vit de la culpabilité chaque fois qu'il y a une mouche qui meurt, là, lui aussi, il va s'organiser un jour pour avoir un petit peu plus intelligent. Parce qu'il y en a du monde à Montréal qui ne sont pas capables de piler sur une mouche. Ils prennent la mouche, ils rouvrent la porte, puis ils jettent la mouche dehors, puis ça, ils prennent un feu, ça va à l'hôpital. T'sais. Alors, ça va loin, l'affaire de la culpabilité. Donc, c'est de la sensibilité qui est pas rendue intelligente. Est-ce qu'on pourrait dire que la culpabilité est toujours générée par l'extérieur? Y en a-tu parmi nous autres qui sont pas capables de piler sur une bébête? Bon. Fait que ça, c'est de la grande sensibilité. Mais il faut que tu donnes ça, cette affaire-là, un jour. Parce que si tu t'en vas dans le sud, tu n'es pas appelé sur une bébête, ben c'est évident que tes vacances sont finies. Oublie-les, hein? Donc, si la culpabilité, c'est un cancer, c'est très, très dangereux. L'homme ne le réalise pas jusqu'à quel point c'est dangereux. Et les gens qui en souffrent le plus sont les gens qui sont ce qu'on appelle des bonnes gens, là, des gens sensibles, mais des gens qui sont naïfs. Quand tu parles de culpabilité, tu parles de naïveté. C'est en parallèle. Ah, ça va ensemble. Puis quand tu parles de naïveté, ben, tu parles de manque d'intelligence. Tu parles d'émotion dans le mental. Une personne lucide ne peut jamais se sentir coupable. Ah, ben non. Ben non, parce que tu n'as pas d'émotion dans le mental. Est-ce qu'un centre de gravité, ça se perd? Non.
Un centre de gravité, quand c'est construit, ça se perd pas parce qu'un centre de gravité, pour le construire, il faut que tu transmutes tes énergies. Donc, une fois que tu as transmuté tes énergies, tu peux plus revenir en arrière. Parce que la transmutation de l'énergie, ça veut dire la transmutation de ton taux vibratoire. Donc, ça influe sur ta conscience mentale, ça influe sur ta conscience astrale, ça influe sur tout ton être psychique. Tu peux plus retourner en arrière. Parce que quand tu sais quelque chose, tu ne peux plus ne pas le savoir. Quand tu penses que tu sais quelque chose, tu peux réaliser un jour que tu ne savais rien. Mais quand tu sais quelque chose, tu ne peux plus ne plus savoir parce que ça fait partie de ton nouveau taux vibratoire. Le centre de gravité chez l'homme, le développement du centre de gravité chez l'homme ou d'un centre de gravité chez l'homme, c'est essentiel au développement de sa conscience mentale. À un niveau ou à un autre. Un homme qui irait très loin dans la communication avec les circuits universels, un homme qui irait très loin dans une fusion de conscience, il sera amené à vivre une transmutation de ses centres d'énergie, donc à développer un très très haut niveau de centre de gravité. Je vous ai posé beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qui était de la culpabilité, mais je vais tourner dans une autre direction en disant, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas coupable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de tout expliquer? De ce qu'il fait, de ses comportements. Est-ce que c'est un être qui s'explique continuellement? Un être conscient, là, qui ne connaît pas la culpabilité, c'est un être qui est très libre dans le mental de tout ce que le monde pense. Mais est-ce que ça l'emmène à continuellement justifier ses actes ou ses mouvements à d'autres? Non. Non, parce que quand tu es libre dans le mental, tu n'as pas à justifier rien à personne, parce que être libre dans le mental, ça implique pouvoir supporter ta solitude. C'est un état. C'est un état, c'est ton état. Donc, tu vis ton état. Fait qu'à ce moment-là, vivant ton état, tu n'as pas besoin de prouver ton état aux autres, puis tu n'as pas besoin que les autres supportent ton état. C'est ton état. Comment peut-on interpréter un individu qui se sent libre dans le mental? Comment peut-on interpréter le fait que d'autres l'obligent à se justifier? Est-ce que ça c'est l'autre qui se sent coupable, mais qui projette sa culpabilité sur l'individu qui se sent libre? Ouais, mais si quelqu'un veut obliger une personne consciente ou mentale à se justifier, il réussira jamais. Mais il y a des conséquences. Les conséquences sont toujours régies par sont toujours régies par sa conscience créative. Un homme conscient régit par le phénomène de sa conscience créative, le plan vibratoire mental de son être. Donc, automatiquement, il va amener dans le monde des idées où il va créer des impressions qui vont automatiquement rendre l'opposition neutre. Parce que être libre ou avoir un centre de gravité réellement cristallisé, ça veut dire vivre sa conscience par rapport à soi, mais jamais contre les autres. À partir du moment où un homme ne vit plus sa conscience contre l'homme, il devient automatiquement par rapport à l'homme intouchable. Mais si l'homme vit sa conscience par rapport à l'homme, si l'homme vit sa conscience en fonction de l'homme, il devient touchable. Parce qu'il est obligé de constamment équilibrer sa relation avec l'homme. Tandis qu'un être conscient ou l'être conscient demain n'aura pas besoin d'équilibrer sa conscience par rapport à l'homme, parce que sa conscience sera une conscience individualisée, une conscience universelle. Par contre, s'il rencontre quelqu'un qui a cette sorte de vibration-là, bien, il va connecter avec lui tout de suite. Mais il va toujours pouvoir réaliser que les hommes, les races, les civilisations ont leur temps d'évolution. Tu peux pas demander à un Japonais de comprendre la mentalité américaine, tu peux pas demander à un Allemand de comprendre la mentalité russe, il y a un temps. Donc, pour qu'il y ait une universalisation de la conscience sur le globe, ça va prendre des siècles. C'est pour ça que je dis toujours, la conscience humaine ou le développement d'un centre de gravité dans l'homme, c'est un phénomène individuel. Ça n'a rien à faire avec les religions, les philosophies, les gouvernements ou la conscience sociale. C'est un phénomène interne. Seulement que ça amène l'homme, ou ça amènera l'homme à une conscience réellement créative et intégrale, donc ça lui permettra de passer à travers les grandes masses humaines qui sont légiférées par d'autres lois, mais lui en sera pas affecté. Mais par contre, ça lui permettra de bénéficier de ces rencontres avec ces autres races-là, mais d'une façon qui ne pourra jamais affecter, influencer son être.
J'ai une certaine confusion. On va revenir à notre Quaker qui parle avec sa télévision. En décidant de s'en aller en dehors du clan ou du groupe, il se coupe avec sa famille. Généralement, une situation de même va créer un problème d'honneur pour la famille. Et lui est inévitablement l'agent qui va déclencher tout ce déshonneur dans la famille. Vous me parlez d'une certaine fluidité où l'individu peut recomposer continuellement avec son environnement, même si sa liberté ou son centre de gravité, il le supporte bien. Mais il y a des conséquences à supporter son centre de gravité. Oui. Ça dépend d'abord à quel niveau il est rendu, le petit gars. Si le petit gars, il est allé faire un tour d'une ville américaine, il est allé à New York, il a rencontré du monde, il voyageait un peu, parce que quand tu voyages, tu vois d'autres choses. Ouais. Fait que le petit gars, il revient dans son milieu, là, dans son petit milieu restreignant. À ce moment-là, il peut avoir un certain centre de gravité. D'ailleurs, le fait qu'il va faire le move, ça implique une certaine identité. Seulement que son centre de gravité n'est pas nécessairement cristallisé encore. Fait qu'il peut revenir dans son milieu, puis il peut ressortir, puis être ostracisé, mais vivre la peine, puis vivre ci, puis vivre ça. Puis c'est au cours des années que ça va s'éteindre. Mais par contre, si petit gars, c'est à moi, par exemple, pour expliquer très. Si moi, j'étais un petit Quaker, puis je décidais de rentrer une télévision dans mon petit village, puis les elders, puis mon père, puis ma mère me disaient, bon, ben, tu peux pas rentrer de télévision, c'est contre notre religion. Dans mon état personnel, je dirais bonjour, bye. Mais aussitôt que je serais rendu en dehors des limites du village, ça serait fini pour moi, le village. Je n'irais même plus à mémoire. Vous seriez coupé. Ça, c'est un centre de gravité. Ça va jusque-là. Alors, un centre de gravité, selon son développement, selon la conscience de l'individu, selon la souffrance, parce qu'il y a une souffrance dans le développement d'un centre de gravité. Moi, mon centre de gravité, il a été développé dans le processus de fusion, mais l'homme vit son centre de gravité ou le développement de son centre de gravité dans la vie à tous les jours, s'il en prend conscience. Et ça, ce développement de centre de gravité-là, c'est la chose qui est probablement la plus précieuse à l'être humain. Parce que c'est ça qui t'empêche, quand tu sors du village, de souffrir après. Mais chaque individu aura sa propre mesure, sa propre capacité de sortir du village avec sa télévision sans souffrir. Parce qu'il y a personne qui a la même mesure. Il y a personne qui a fait pareil. Mais ça devient une expérience d'âme. Mm-hmm. Tandis que si l'homme était réellement conscient, qu'il avait un centre de gravité réellement parfaitement développé, l'homme ne vivrait plus d'expérience d'âme. Mm-hmm. Il y a une chose aussi, il y a le geste, mais il y a aussi la mémoire. Le jeune Quaker qui parle avec sa télévision, il y a aussi la mémoire. Est-ce que dans le centre de gravité, vous incluez la mémoire? Oui, parce que la mémoire, c'est un autre aspect de la conscience de l'âme, ça. Puis la mémoire peut être utilisée par les plans astraux pour créer encore dans le mental le doute. Surtout pour créer de l'image dans l'écran mental. Pour constamment faire vibrer l'émotion. Parce que dans le fond, la mémoire, pour un être humain qui aurait un centre de gravité totalement développé, autrement dit, un être humain là, qui a tous les centres bien alignés, il n'a plus besoin de mémoire. Il y en a une mémoire, mais il n'y a plus de mémoire subjective. Il n'y a même plus besoin d'écran mental. Pourquoi? Parce que toute sa conscience se situe sur le plan mental. Mais l'homme, lui, qui grandit vers une certaine conscience, mais il a cette mémoire-là. Fait que ça servirait au plan astral pour créer de la souffrance. Il montrait des images de 10 ans, de 15 ans, ainsi de suite. Là. Puis ça créerait de la souffrance. Mais si le type est assez fort pour supporter ça, éventuellement, il va brûler. Il va brûler l'émotion dans le mental. Puis c'est comme ça qu'il va se développer un centre de gravité. La mémoire est utilisée contre l'homme sur la Terre. La mémoire et surtout l'écran mental est très, très utilisé contre l'homme sur la Terre. Et ces images-là ça vient comme des flashs, puis ça part du plan astral. C'est de la manipulation subtile, et l'être humain n'en est pas conscient. Ça fait partie de son expérience psychologique, ça fait partie de l'éveil de son ego, ça fait partie de la nature de son moi, ça fait partie de tous les jeux subtils qui sont responsables pour la création et le développement de ce qu'on appelle une conscience égoïque. C'est pour ça que l'homme souffre. Si l'homme n'était pas manipulé dans son mental, si l'homme n'était pas manipulé dans l'image de son écran mental, si l'homme n'était pas manipulé dans sa mémoire, l'homme ne souffrirait pas. Il n'y aurait pas de questions philosophiques, il n'y aurait pas de souffrance existentielle. L'homme serait un être intégral
Mais pour en arriver à ça, il faut qu'il transmute cette énergie-là. Donc, il faut qu'il en arrive à développer un centre de gravité. Tu ne peux pas vivre sur une planète telle que la nôtre, qui est une planète expérimentale, sans développer un centre de gravité. Si moi, un jour, je formais une école, si quelqu'un disait à Bernard Montréal, femme-nous une école, femme-nous une école à Québec, là. La première chose que je mettrais dans le programme pour les enfants, ce serait de les amener à développer un centre de gravité à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à la puberté. Tu prends un enfant là, de 7 ans jusqu'à la puberté, là, tu l'amènes à développer un centre de gravité. Cet enfant-là, à 14, 15, 16 ans, quand tu vas rentrer dans le monde de la job, le monde des amours, le monde des relations humaines, il va déjà avoir son identité. Mm-hmm. Ma fille est de même. De 7 ans à 15 ans, là, 15, 16 ans, là, bon. Là, j'ai développé son centre de gravité. Aujourd'hui, elle a son identité. Fait quand même, tu dirais, ça, c'est ci, ou ça, c'est ça, ou ça, c'est là. Elle a son centre. Elle va respecter tes valeurs, mais elle a les siennes. Fait qu'elle peut plus vivre de culpabilité. Donc, déjà, c'est un enfant qui vit une certaine liberté, qui a un certain centre de gravité. Puis, au cours des années, elle va développer plus, là, parce qu'elle va rencontrer des petits gars, puis elle va tomber en amour, elle va vivre toute cette affaire. Bon, OK. Mais le principe, elle le connaît. Mm-hmm. Elle connaît le principe. Un de perdu, 10 de retrouvé, elle connaît le principe. Elle connaît, mais est-ce qu'elle l'a vécu? Elle connaît. Elle connaît. Elle connaît. Est-ce que c'est suffisant de le connaître? Ça, c'est intéressant, cette question-là. Ça, c'est intéressant. Elle connaît, mais à cause de notre proximité, elle réalise. OK. T'sais, parce que si je dis à ma fille, bon, mais regarde bien ça, là, elle me connaît, ma fille. Elle est quand même assez. Bon, OK. Fait qu'elle regarde. Parce que je suis consistant, moi, tu sais. Bon, fait qu'elle regarde. Fait que quand je dis, bon, mais ta petite chum en France, là, dans 3 mois, tu vas voir qu'elle a telle affaire. Fait que quand le 3 mois arrive, elle va être telle affaire. Là, elle commence à bien regarder quand je dis, regarde cette affaire, ton petit gars que tu vas rencontrer, papa. Fait que finalement, mais ça l'aide à voir plus vite. Au lieu d'attendre 15-20 ans, là, à comprendre le principe d'un perdu, 10 de retrouver, là, le petit Italien qu'on va rencontrer en Italie, là, laisse-moi dire que si ça va mal, un perdu, 10 de retrouver. Fait comme ça, elle va pas toute la vivre, la culpabilité. Ça fait partie de l'éducation. Mais si on le fait pas, mais c'est là que nos enfants peuvent vivre toutes sortes d'expériences difficiles. Mm-hmm. On a une grande responsabilité, les parents, d'instruire nos enfants à développer un centre de gravité. Et pour qu'on puisse le faire, nous autres, il faut que nous-mêmes, les parents, on ait un. Si les parents n'ont pas de centre de gravité, puis si le père et la mère sont toutes moches, ils sont pas capables si le père et la mère sont pas capables d'avoir d'idées par eux autres mêmes, ils sont obligés de toujours faire un coup de téléphone. Comment est-ce que tu veux que le petit, lui, ait des idées par lui-même? Mm-hmm. La mère m'a dit, attends, je vais appeler ma tante, m'a demandé qu'est-ce qu'elle pense de ça. Je vais appeler la grand-mère, m'a demandé qu'est-ce qu'elle pense de ça. Ça peut être longtemps. Tu peux payer bien des longues distances. Puis pendant que tu payes des bien longues distances, ben, ton petit, il souffre de la longue distance. La longue distance. Une question qui me vient aussi, c'est, on parlait de mémoire tout à l'heure. Est-ce que les mémoires négatives qu'un individu peut avoir à vivre dans sa vie, est-ce qu'ils sont toujours déclenchées par la culpabilité? Est-ce que les mémoires sont ramenées par la culpabilité? Les mémoires négatives sont toujours reliées à la culpabilité. Donc, un individu qui a quelque chose qui vit de nocif là, dans sa pensée. De la mémoire négative, c'est toujours relié à un niveau quelconque de culpabilité. Tout le temps. C'est absolu. Tout le temps. Est-ce que ça suppose, évidemment, en ayant ces pensées-là, qu'on va attirer vibratoirement un accusateur pour pouvoir déclencher, pour se libérer de cette mémoire-là? Est-ce qu'il va falloir être obligé de se confronter à un accusateur dans la vie? Vous n'avez pas besoin de vous confronter à un accusateur. Vous pouvez vous confronter à vous-même. Vous pouvez devenir vous-même votre propre accusateur, puis votre propre accusateur n'est pas sur le plan de vous-même, mais il est sur le plan astral de vous-même. Autrement dit, un être qui vit des pensées ou une mémoire négative qui soulève un sentiment de culpabilité, il faut qu'il réalise qu'il est après se faire manipuler dans sa tête. C'est de la manipulation. Puis il faut que tu, même si tu n'as pas de conscience occulte de ces choses-là, il faut que tu saches que tu es en train de te faire embarquer, là. Fait que ta connerie, il faut que tu coupes, il faut que tu arrêtes de rationaliser ça.
Ça, c'est comme la bonne femme qui perd son mari à 40-45 ans, là, puis que les enfants ils disent, ben, maman, là, tu devrais te faire un chum. T'sais. Puis l'autre, elle dit, ah ben non, là, je peux pas me faire un chum, là. Mes enfants, qu'est-ce que mes enfants vont penser s'il faut que je me fasse un chum? J'ai aimé mon père, c'est votre père que j'ai marié, puis c'est votre père, maman. Les enfants disent, ben non, mais il faut que tu fasses un chum, là. Tu peux pas rester de 44 ans à 75 ans, pas de chum, tu vas venir raide. Puis la bonne femme n'est pas capable de le faire, tu sais. Parce que la bonne femme, s'il faudrait que la semaine prochaine, il y ait un petit gris qui arrive pour la faire sortir puis l'amener voir un film de James Bond, elle vivrait de la culpabilité par rapport à ses enfants. Ouais. Fait que si elle veut se décortiquer la bonne femme puis vivre quand même, la vie commence à 40 ans, tu sais, t'as perdu ton mari, là, peut-être l'autre tu vas avoir, il va être encore plus le fun. Fait que si tu veux avoir une vie puis avoir de la continuité dans ta vie, faut que cette vibration-là qui te passe dans le mental, puis cette image-là, là, tous les beaux petits souvenirs que t'as, ton petit vieux que t'avais dans le temps, là, tu sais, que t'es pas capable de te couper aujourd'hui, là, faut que tu mettes la hache là-dedans. Sans ça, l'autre petit gris qui va venir, tu pourras jamais connecter avec. Tu comprends? Oui, mais ça va. Ça va pas pire. Mais le point qui peut être intéressant, c'est que, Fait bon, que là, être avec le petit gris, ça va bien. Ouais. Mais il arrive toujours une voisine qui dit « Comment ça se fait que tu vis ça? » Puis l'accusateur déclenche en elle la mémoire. Est-ce que c'est là qu'il teste? Ah, ben, c'est comme je te dis, ça peut être interne ou ça peut être externe. Mais si la bonne femme est intelligente, la voisine, elle dit, comment ça se fait que tu vis ça? T'as eu un bon mari, puis tu devrais être une femme rangée, ainsi de suite, à ton âge. Ben, si elle est moindrement intelligente, elle dirait, ben, mange donc de la marde, je fais ma vie. Mais ça, il faut avoir un centre de gravité pour ça, tu sais. Si t'as pas de centre de gravité, mais là, tu vas l'écouter. Puis là, la voisine, avec le temps, elle va avoir le meilleur de toi, tu sais. Ouais. Tu sais, surtout si c'est une voisine, tu sais, il y a des voisines, là. Mais les voisines, Là, t'es fini, parce que, veuve italienne, là. bon, tu sais, elle est à côté de toi tous les jours, puis elle t'amène des petites tartes, tu sais, c'est quelque chose, là. Non, ouais. C'est en firoir pas une voisine, tu sais. Mais c'est un centre de gravité, là, puis tu dis, ta place, tu sais. Puis un jour, ça t'attache à le trou, puis tu coupes avec elle, tu mets une barrière entre ta maison et la sienne, bonjour, tu sais. Mais ça prend un centre de gravité. Mais à 44 ans, là, c'est tough. De développer un centre de gravité à 44 ans, c'est difficile. Ben, c'est plus facile aujourd'hui parce qu'on est un petit peu plus intelligent, mais si tu retournes dans le temps de Zola, puis tout, là, c'est tough. Mais à notre époque, là, vous soulevez un point. À notre époque, développer un centre de gravité, si on a passé 15 ans, là, parce que vous parliez de 7 ans à 15 ans tout à l'heure, mais passer 15 ans, c'est-tu possible encore? Ah ben oui, c'est toujours possible de développer un centre de gravité, mais ça prend une nouvelle psychologie. Tu sais, ça prend une nouvelle psychologie, ça prend une psychologie qui est réellement créative. Autrement dit, ça prend une psychologie qui vient... Il y a du monde dans le monde, il y a des individus. Je suis pas le seul, moi, qui parle à faire la même. Tu sais, il y a un gars au Mexique que je connais, là. Il est très conscient du développement du centre de gravité. Alors, cet homme-là, les gens qui le rencontrent, qui viennent en communication avec lui, ils peuvent bénéficier de comprendre ça. Au Québec, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette nouvelle psychologie-là. C'est fondamental, c'est essentiel que l'homme reconnaisse l'importance d'avoir un centre de gravité pour pouvoir ne pas souffrir de la culpabilité. Et c'est essentiel que l'homme réalise que la culpabilité, c'est la violation de son être. C'est la violation de son territoire psychique par des entités dont il n'est même pas conscient. Donc, même si l'homme n'a pas besoin d'être conscient occultement de la nature de son mental et de sa conscience interne, au moins que l'homme soit assez intelligent pour réellement regarder ça, cette affaire de culpabilité-là, puis un jour en arriver à mettre la hache là-dedans. Par contre, nous autres, on est des privilégiés au Québec parce que les Québécois sont des gens qui, depuis un certain nombre d'années, ont passé à travers la mesmérisation de la religion. OK? Bon. Alors, la religion a été très importante parce qu'elle a créé un bon fond de conscience nationale. Mais là, le Québécois est rendu à s'intéresser et à aller plus loin. On est réellement des gens, si on le regarde sur un plan national, on est des êtres qui sont très éveillés. Mais quand tu t'en vas là, dans les vieux pays comme en Afrique du Nord, là, tu t'en vas en Italie, près de la Sardaigne, puis tu t'en vas en Irlande, puis tu t'en vas en Bretagne, en France, tu t'en vas dans un petit pays, là. Là, tu as besoin d'un centre de gravité si tu veux sortir du giron familial, régional, national. Là, ça en prend un centre de gravité. Nous autres, au Québec, on est chanceux parce que
on a une sorte d'indépendance d'esprit malgré qu'on est des suiveux. On était des suiveux pendant longtemps parce qu'on n'avait pas de moyens et on était réellement blindfoldés par la religion. Mais d'un autre côté, le Québécois, c'est un être qui a une certaine indépendance d'esprit. Fait qu'on n'est pas aussi pogné que bien des peuples. Puis c'est pour ça que les gens qui s'en viennent au Québec trouvent ça au bout. Parce qu'on n'est pas pogné. On est encore moins pogné que les Canadiens dans l'Ouest. On n'est pas pogné. Puis un type qui développe un centre de gravité qui fait dépendant de sa famille. Bon. Si tu vis d'une famille italienne, développer un centre de gravité d'une famille italienne, c'est un tour de force. Parce qu'il y a une grande conscience de la race. Il y a une grande mémoire de la race. Il y a tout un rituel là, d'une famille italienne. C'est moins pire si c'est une famille italienne à Saint-Léonard que si c'est une famille italienne en Italie. Parce qu'il y a eu encore plus d'évolution. C'est la même chose pour un Grec. Donc, dépendant de quelle famille, de quelle souche vous êtes, développer le centre de gravité, ça va être plus difficile ou moins difficile. Si vous êtes un bon Québécois pur laine, là, vous avez plus de chances de développer un centre de gravité que si vous êtes un Québécois ethnicisé. Vous avez plus de chances. Parce que déjà, vous faites partie d'une terre qui cherche l'émancipation puis une certaine liberté d'expression. Mais si t'es un Québécois là, qui est connecté à une souche ancienne, là, à ce moment-là, tu as du travail à faire. Est-ce que l'on peut traiter la perception de celui qui accuse? Il y a des gens qui accusent tout le temps. C'est toujours la faute des autres. Est-ce qu'on peut traiter de l'accusation, du phénomène de l'accusation, comme on traite avec la culpabilité? Est-ce que un est l'opposé de l'autre dans un sens ou la complémentarité de l'autre? Ça dépend de la personne. Il y a des gens qui, si tu les accuses, ils vont te revirer de bord. Zaza Gabor, c'est un exemple. Elle n'en vit pas, elle. Bon. Zaza Gabor, tu l'accuses, elle va te retourner de bord, puis elle va te donner une leçon de morale, puis elle est partie. Parce qu'elle a un centre de gravité, elle. Okay. Fait quand même, tu dirais à Zaza Gabor, t'es pas aussi mat que tu penses, t'es pas aussi belle que tu penses, t'es pas aussi si que tu penses. Elle va te dire, comme elle dit à une personne à la télévision, elle va dire, mais ma chère, si tu es jalouse, you will never make it. T'sais, ça, c'est Zaza Gabor. On va leur dire, si t'es jaloux, c'est ton crise de problème, I made it, it's your problem. Ça, c'est Zaza, puis elle se retourne d'abord, puis elle claque ses talons. T'sais. Pour donner une claque sur la gueule à un policier, il faut avoir un centre de gravité. Elle l'a fait. Bon, OK. Ben, elle paye l'amende. C'est pas grave. Ouais. Parce qu'elle récolte tout ça, elle va se faire de publicité là-dedans. Inquiète-toi pas, vous Zaza Gabor. Mais si, par contre, si t'es pas Zaza Gabor, t'es simplement Gabor, puis tu te fais insulter ou tu te fais interpréter par une autre personne, à ce moment-là, ben, tu peux vivre de la culpabilité, surtout si c'est en fonction des valeurs morales. Fait que ça dépend des individus, ça. Mais la question que je posais, c'est est-ce que celui qui accuse a également un problème de centre de gravité? Est-ce que l'accusateur a un problème de centre de gravité? L'accusateur a un problème de conscience. Il n'y a pas nécessairement un problème de centre de gravité. Il y a un problème de conscience. Si tu accuses quelqu'un, c'est un problème de conscience. C'est pas un problème de centre de gravité. C'est un problème de conscience. Si t'es conscient, tu n'accuseras pas une personne. Si t'es inconscient, tu peux accuser une personne. Ça n'a rien à faire avec le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est la colonne vertébrale de ton esprit pognée dans ton mental, puis pognée dans tes émotions. C'est la colonne vertébrale de ton esprit, le centre de gravité. C'est la chose la plus importante de ta vie en tant qu'homme dans la matière. C'est la qualité la plus essentielle de ton ego dans un monde extrêmement confusionnel. C'est ton encre. Puis ton encre qui est fixée dans le sol de ton propre océan qui est ta conscience. Donc, le centre de gravité, c'est la totalisation de ton potentiel. Donc, plus il est grand, ton centre de gravité, mais plus ton potentiel créatif est immense. Tu vas prendre un type, par exemple, comme l'ancien premier ministre Elliott Trudeau, il avait un grand centre de gravité. Son centre de gravité était tellement grand que c'est ça qui a fait de lui un personnage. Que t'aimes Trudeau ou que t'aimes pas Trudeau, ça c'est ton problème, c'est pas le sien. Comprends-tu? Lui, il avait un centre de gravité, donc à travers ce centre de gravité-là, il pouvait faire vibrer son énergie. S'il y avait eu un moindre centre de gravité, il n'aurait pas été Trudeau. Comprends-tu? Il aurait été peut-être Joe Clark.
Comprends-tu? Ça fait que ça dépend du centre de gravité. Ça n'a rien à faire avec Joe Clark. Joe Clark fait une très bonne job. Mais je parle du centre de gravité, je parle pas de la politique des deux bonhommes. C'est lié au charisme. Finalement. C'est lié au charisme, c'est lié au magnétisme, c'est lié à la force interne, c'est lié au pouvoir de l'esprit à travers l'ego. C'est lié à la dissolution de la mémoire d'âme. Fait que Trudeau, c'est Trudeau, ça sera toujours Trudeau, que tu l'aimes pas. Parce que quand tu vois le bonhomme, c'est l'énergie que tu sens. Ses idées sont, c'est pas, il est pas omniscient, il peut faire des erreurs, mais sa présence, elle est là. Bon, ben, c'est la même chose. Il y a des êtres qui ont des centres de Thatcher à un centre de gravité. Tu sais, le pape a un centre de gravité. Les hommes à différentes échelles. Un président de compagnie a plus un centre de gravité qu'un employé, possiblement. Est-ce que c'est les responsabilités qui donnent un centre de gravité? Le centre de gravité, il grandit avec la lutte. C'est la lutte, mais la conscience de la lutte qui en arrive à développer un centre de gravité. La conscience de la lutte, l'expérience. Un homme ne peut pas, dans la vie, indéfiniment passer inaperçu. Tu ne peux pas indéfiniment, dans la vie, être un petit poisson rose dans l'aquarium. Quelque part, il faut que tu deviennes un piranha. Il faut qu'il se passe quelque chose. Faut que tu manges quelqu'un. C'est pas ça que je veux dire. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre un piranha et un petit poisson rose. Il y a du monde que toute leur vie, c'est des petits poissons roses. Puis il y a du monde qui en arrive finalement à avoir plus de corps, plus de... Puis ça fait partie de l'éducation. Le Québécois, la nation québécoise aujourd'hui, elle commence à passer du stage du petit poisson rose dans l'aquarium. Puis le Québécois de l'homme d'affaires commence à prendre un petit peu plus commence à avoir plus d'espace. Puis l'ouverture du trade avec les Américains, bon ben ça donne encore plus d'espace. You gotta fight it out. Si tu restes dans ton petit trou, dans tes petites Alpes laurentiennes, mais c'est évident que tu développeras pas le know-how. Fait que la première chose que tu vas savoir, c'est que les Japonais vont descendre de site, puis les Américains vont descendre de site, les Allemands vont descendre de site, les Français vont descendre de site, puis tu vas les haïr. Pourquoi? Parce que t'as pas assez d'amour pour toi-même. Haïr ces gens-là parce qu'ils sont en train de take over, c'est parce que t'as pas assez d'amour pour toi-même. Autrement dit, t'as pas de centre de gravité. Fait que si les Québécois en arrivent à se développer un centre de gravité dans leurs différents domaines, parce que ce sont des gens intelligents, mais qui en arrivent à réellement faire sauter la poussière de l'émotion puis devenir des êtres qui fonctionnent au niveau du mental, ça peut faire une nation extraordinaire. Parce qu'on a quand même un héritage français, ainsi de suite. T'sais. Bon. Fait que tu peux pas être dans la vie, il faut indéfiniment être un petit poisson dans l'aquarium. Puis attendre là que la vie t'amène ta petite nourriture, là, puis là, tu vas aller manger ça comme un petit poisson. Un jour, il faut que tu prennes du volume. Fait que c'est ça le centre de gravité. Puis, une des grandes souffrances des individus là, dans la société aujourd'hui, là, c'est que on regarde le monde autour de nous autres, puis, tu sais, ça, c'est rien pour expliquer un problème. Tu t'en vas sur la rue, là, puis tu regardes le bonhomme, puis le bonhomme, il fonctionne. Il a sa job, puis il a une compagnie, puis il marche. Puis il va dans le nord la fin de semaine, puis il fait du ski. Puis après ça, il va en vacances. Puis ses enfants sont bien habillés. Puis il se passe quelque chose. Tandis que toi, ben, t'es toujours en patin. T'sais, ou t'es dans des petits running shoes. T'es jamais allé en vacances. Tu passes ton temps à repatcher ta Chevrolet. C'est long. T'as beau dire à ta femme, je suis bien bon mécanicien, t'sais. Mais elle n'aura le bol de sentir la poussière. T'sais. Elle aimerait ça que t'aies un char comme du monde. Mais t'as pas de centre de gravité, t'es un petit poisson. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand t'as pas de centre de gravité? Ben, il y a un piranha qui te manque. Tu te trouvais dans le même bocal. Merci Bernard de Montréal.